On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme, mais la femme ne se cache plus. Elle est là, elle s'affirme, elle est fière, mais surtout elle ne se cache plus. Elle paraît loin à l'époque où les féministes se battaient pour le droit de vote, le droit à la citoyenneté. Encore plus loin, celle où elle n'avait pas le droit de travailler, ni même de porter un pantalon. Moi, je ne m'en souviens pas. De cet âge où les femmes ne possédaient pas leur corps. Moi, j'ai connu des femmes fortes, puissantes, des exemples pour des nations entières. Rosa Parks, Olympe de Gouges, Simone Veil. 3 femmes qui se sont battues par leur seule détermination et qui ont marqué l'histoire. Néfertiti, Cléopâtre, Zénobie. 3 femmes fortes, puissantes, d'envergure, qui ont vécu à l'heure où la place de la femme était encore à la cuisine. Enfin, Margaret Hamilton, Ada Lovelace, Nettie Stevens. 3 femmes au nom peu connues, et pourtant ce n'est pas en raison de leur mérite. La liste est longue, je ne vous ferai pas l'affront de les énumérer, mais toutes ces femmes qui ont contribué depuis l'aube des temps au développement de notre monde l'ont fait dans l'ombre. Elles étaient le 2e sexe, écarté, relégué au second plan face à celui de l'homme. Aujourd'hui, les temps ont évolué et les femmes ne se cachent plus. Elles ne sont plus soumises. Elles ne subiront plus l'oppression et s'affirment. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, les temps changent et aujourd'hui, le 2e sexe, ce n'est plus le nôtre. J'imagine déjà mon contradicteur me répondre que non, le 2e sexe ne peut pas être le premier, puisqu'aucun sexe ne peut encore se proclamer supérieur à l'autre. Mais est-ce bien vrai? Nos 2 sexes sont-ils réellement égaux? Partant du postulat très simple que même dans des naissances gémellaires, où les bébés sont supposés être identiques, se développer en même temps, au même rythme et de la même manière, il en faudra toujours un premier. Un premier à naître, un premier à sourire, à marcher, à parler, et bien que le second s'exécutera quasiment aussitôt, il ne fera que reproduire l'exploit de son semblable. Par analogie, je peux donc vous affirmer que de l'homme et de la femme, l'un des 2 sexes primera sur le second. Désormais, le tout, c'est de savoir lequel. Et n'en déplaise à nos amis les hommes, le concept de leur supériorité est bien dépassé. Si de nombreux scientifiques se sont essayés à maintes reprises à prouver des liens entre des aptitudes pseudo-masculines et l'anatomie du mâle, les progrès de la science ont aujourd'hui permis de démentir toute conclusion dite sexiste. Physiologiquement, l'homme n'est donc prédisposé à aucune supériorité sur la femme. Je le reconnais, si les hommes n'ont pas su établir leur hégémonie, c'est peut-être simplement qu'entre les 2 sexes, il y a bien équivalence. Toutefois, cela pourrait également signifier que la femme n'a pas de temps à perdre dans des quêtes aussi futiles que celle de l'établissement d'une hiérarchie des sexes. Mais passons. Ce serait donner raison aux antiféministes que d'entrer dans ce jeu d'inversion des rôles. Quoi qu'il en soit, si les 2 sexes sont aujourd'hui placés sur un pied d'égalité, ou si tous les êtres sensés s'accordent à dire qu'ils devraient l'être, le problème de l'établissement du premier sexe n'en est pour autant pas résolu. Serait-ce au fond l'adaptation contemporaine du dilemme de l'œuf ou de la poule? Si oui, alors soyons honnêtes. Si l'étendue de notre savoir sur l'évolution ne nous permettra sans doute jamais d'affirmer que l'animal préexistait sur l'œuf ou l'inverse, il est tout de même entendable de s'en faire une opinion. De même, on peut se permettre de penser qu'entre l'homme et la femme, la survie de l'un n'aurait pas été permise sans la préexistence de l'autre. L'idée est d'autant plus logique à la vue des instincts de survie très discutables de la jante masculine. On notera par exemple que dans le top 10 des morts les plus stupides recensés à ce jour, seule une femme y figure. Les 9 autres ont perdu la vie par overdose de Coca-Cola, au cours d'une sieste dans une benne à ordures, la tête coincée dans une bouche d'égout, ou encore étouffée par les paillettes d'une stripteaseuse. On notera de plus, et vous utiliserez cette information comme bon vous semble, que le classement des décès selon leur degré d'idiotie est une initiative masculine.
masculine. C'est à se demander comment la Terre tourne encore, après des millénaires de gouvernance testostéronée. La femme apaise l'homme et contrebalance souvent le poids de son crétinisme. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, la science permet à 2 femmes de concevoir un enfant. 2 femmes. La personnalité masculine est exclue de l'équation. Si ces semences demeurent nécessaires, on ne peut pas en dire autant de son sexe. Le jour où l'on confiera un fœtus à un homme et où il saura le porter à maturité dans l'une des cavités de son corps, et ne me demandez pas laquelle, il y a de grandes chances que l'on assiste à une pousse dentaire chez les gallinacés. Si actuellement la reproduction pourrait être l'œuvre unique de la femme, c'est en réalité un exploit qui peut lui être attribué depuis la nuit des temps. Non pas que la fertilisation de sa partenaire ne soit pas un effort considérable, mais par la suite, l'homme ne s'est pas toujours montré d'une aide indispensable. Que ce soit pour les 9 mois de gestation, au moment de la mise au monde de l'enfant, ou au cours de son éducation, pendant des siècles durant, l'homme était absent. Le rôle de cet individu, sa contribution dans la survie de la race humaine, se limite à quelques minutes par individu, quelques secondes pour les plus performants. D'après Simone de Beauvoir, en un sens, le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme. Tout enfant qui naît est un Dieu qui se fait homme. C'est donc l'une des plus grandes écrivaines de l'histoire de France qui vous rappelle elle-même l'essentialité de la puissance féminine dans la vie de tout homme. Combien de bébés seraient devenus adultes sans les soins appliqués d'une femme, sans leur sein pour les nourrir? Ce sont ces raisons qui me poussent à croire, et nous en conviendrons tous, que si l'homme était apparu sur la Terre avant la femme, nous ne serions pas ici pour en discuter. Dès lors, comment pourrait-il être le premier sexe? Mais puisque nous sommes ici, après 2,8 millions d'années d'existence, nous pouvons contempler l'évolution de nos vies, le progrès de nos sociétés, le progrès de la médecine, de la science. Ce progrès qui aujourd'hui nous permet de vivre dans un monde qui nous serait apparu comme une fiction il y a seulement 100 ans. Ce progrès qui aujourd'hui nous permet même de changer de sexe. La transidentité touche plus de 15 000 personnes en France. Et cette possibilité de faire coïncider son sexe physiologique avec son sexe social pourrait leur sauver la vie. Pour les chanceux qui peuvent aller au bout de leur transformation, le premier sexe, ce n'est ni celui de la femme, ni celui de l'homme. Le premier sexe, c'est en fait le second. C'est celui qui intervient physiquement plus tard. Le deuxième sexe, chronologiquement parlant, c'est celui qui a toujours été là. C'est le sexe social, le sexe vrai. On arrive donc à une assimilation du premier sexe au second. C'est la libération pour une personne atteinte de transidentité. L'aboutissement d'un long voyage, la fin d'une longue guerre intérieure et de batailles insensées avec les autres. Lorsque le deuxième sexe devient le premier, devient celui qu'il aurait toujours dû être, c'est une victoire. Alors maintenant, chers contradicteurs, pensez-vous réellement pouvoir affirmer que ce deuxième sexe n'est pas effectivement le sexe premier? Merci. Madame la Présidente, chers membres du jury, chères contradictrices, chers publics virtuels, vous êtes-vous déjà perdus sur YouTube? Avez-vous déjà passé des heures à surfer entre les différentes recommandations de cette plateforme proposant une variété infinie de contenus? À titre personnel, cela m'est arrivé à maintes reprises. Il faut dire que le confinement n'a pas aidé. Durant cette période, visionner des vidéos abordant les notions de terminal m'était grandement utile, si ce n'est nécessaire. Mais il advenait régulièrement qu'une manipulation involontaire vienne porter le clic de ma souris vers des recommandations ne présentant aucune similitude avec le contenu utile à l'obtention de mon baccalauréat. C'est ainsi que, par le biais d'un cheminement virtuel, je tombais sur la chaîne de l'Institut national de l'audiovisuel, ou INA pour les intimes, présentant des vidéos d'archives, témoignages du temps où Jacques Chirac était encore vivant et en pleine santé, du temps où les promeneurs insouciants ne portaient pas de masque dans la rue, et où l'idée de manger du pangolin pas un instant ne leur traversait l'esprit. Des personnes de tout âge furent interrogées sur un spectre de sujets se déployant du Tamagotchi à la peine de mort, en passant par l'avortement ou encore la pornographie.
Et parmi toutes ces rubriques, les sujets sur la femme sont récurrents. En voici une liste non exhaustive. Que pensez-vous des jeunes filles en 1961? Battez-vous votre femme en 1975? Pour ou contre les femmes en pantalon en 1973? Pour ou contre le travail des femmes en 1977? Et en 1965, événement majeur à Montpellier. Mireille, une jeune femme dans la fleur de l'âge, déambule dans les rues de la ville en arborant. Tenez-vous bien, car à l'époque cette affaire a défrayé la chronique, une jupe laissant voir ses genoux. Stupéfaction. J'ai eu tout le loisir de visionner plusieurs de ces reportages et, ironiquement, la quasi-totalité des propos sont tenus par des hommes. Le postulat qui ressort de leurs paroles établit, comme le veut la tradition de l'époque, que la place de la femme est à la maison, à s'occuper des enfants, du ménage, de la cuisine et de la vaisselle. La femme est un objet d'apparat tenant aussi lieu d'appareil électroménager permettant aux hommes de briller en société. Et cette vision réductrice de la femme, comme inférieure et accessoire de l'homme, ne date pas d'hier. Déjà dès l'Antiquité, Aristote disait « La relation entre l'homme et la femme est par nature telle que l'homme est supérieur, la femme inférieure, que l'homme gouverne et que la femme est gouvernée. » Cela aurait pu s'arrêter là, mais ce fut sans compter le fait que cette théorie d'une division naturelle des sexes a eu une influence sur les pères de l'Église et de toute la pensée occidentale. C'est ainsi que, dans la Genèse, Dieu créa la femme, Ève, à partir d'une côte de l'homme, Adam, parce que ce dernier devait avoir une compagne. Mais elle ne fut que source d'ennui pour lui, puisqu'elle lui fit commettre le péché originel. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car Dieu, pour la punir, lui dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Par ces constatations factuelles et littéraires, nous pouvons établir que le deuxième sexe n'est pas et n'a jamais été le premier. Mais ces dernières années, la femme, toujours reléguée au second plan, a su réaffirmer sa légitimité à occuper une place sur le devant de la scène aux côtés des hommes. Et la pauvre revient de loin quand on sait que déjà dès le droit romain, elle était considérée comme incapable. Ce manque de considération est tel que l'écrivaine féministe Olympe de Gouges rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen écrite par les hommes et pour les hommes. Le terme même d'homme met en lumière le patriarcalisme ancré dans notre société. Lorsque l'on recherche ce dernier sur Internet, la première définition qui nous en est donnée par le petit Robert en ligne est celle d'être mâle ou femelle appartenant au règne animal. Chouette, de l'égalité. Nous sommes tous des hommes, avec un H minuscule. Mesdames, j'espère que vous êtes heureuses de le réaliser. Il est d'ailleurs assez injuste de se dire que l'homme a le droit au titre d'homme pour être qualifié sexuellement et au titre de mari pour être qualifié après un mariage, tandis que pour la femme, les deux notions se confondent comme si, au fond, la femme était prédestinée à devenir femme. Je suis pourtant presque convaincu que ce n'est pas ce qu'entendait Simone de Beauvoir lorsqu'elle écrivit dans son livre « Le deuxième sexe » qu'on ne naît pas femme, on le devient. Selon sa conception, une femme n'a pas de destin tout tracé. Une femme peut se construire la vie qu'elle souhaite, à condition de rejeter le diktat du masculinisme de la société. Et pour reprendre les mots de la journaliste américaine Gloria Steinem, une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette. À plus forte raison, une femme peut ne pas se sentir femme. De nos jours, nous sommes loin d'une vision bipolarisée de la sexualité. Le sexe biologique distingue en premier lieu l'homme et la femme, mais constate également l'existence d'1 à 2% d'individus possédant à la fois des caractères masculins et féminins. Où doit-on alors les placer dans la hiérarchie des sexes? À ce sexe biologique s'ajoute, en second lieu, l'identité sexuelle. Un homme peut se sentir femme, tout comme une femme peut se sentir homme. Un homme, avec un grand H cette fois, peut également ne se considérer ni homme ni femme, mais androgyne. Tous ces éléments mettent en péril la hiérarchisation bipartite des sexes. Cette hiérarchisation en elle-même pose problème. Il ne devrait pas y avoir lieu à classer les personnes en fonction de ce qui se situe entre leurs jambes dans un pays faisant figurer la notion d'égalité dans sa devise. C'est pour cette égalité que la femme se bat, pas pour assurer sa primauté dans un classement désuet. Le deuxième sexe n'est plus, le premier non plus. Il n'est plus question de phallocratie ou de vaginocratie, mais bel et bien d'égalitocratie.
liberté, égalité, solidarité. Merci. Tout d'abord, vous affirmez que la femme ne peut pas être le premier sexe, puisqu'à l'origine, Dieu créa l'homme, puis la femme, à partir de l'homme. Mais tout ça, ce n'est que de la théologie. La théologie ne peut en aucun cas s'affirmer comme étant une science. On ne peut pas la prendre comme étant des faits réels et en faire un argumentaire. De plus, lorsque vous affirmez que la femme doit rejeter le diktat de l'homme pour se réaffirmer, pas nécessairement. Si l'homme prend conscience lui-même de la place de la femme n'a pas à rejeter son diktat. Les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. Enfin, lorsque vous affirmez que la présence d'un troisième sexe et le développement d'une identité sexuelle dans nos sociétés, vous affirmez en fait que la femme comme l'homme ne peuvent pas être premier ou deuxième sexe, puisqu'il s'agit d'une hiérarchie, et que donc le troisième sexe serait inférieur. Mais pas nécessairement. Ce n'est pas forcément une hiérarchie. La femme peut être le premier sexe, simplement d'une manière chronologique. Dans ce cas, on ne peut pas affirmer que la femme ne peut pas être le premier sexe, puisque ça rendrait le troisième sexe illégitime. Il demeure le troisième sexe, mais ça ne veut pas dire qu'il est inférieur qualitativement, simplement quantitativement, puisque la femme, la nature et bien faite de la femme, et donc il y a plus de femmes que d'hommes dans nos sociétés, tout simplement parce que la reproduction fait que il est nécessaire d'obtenir plus de femmes que d'hommes, car l'homme peut féconder plusieurs femmes en même temps. On a donc plus de femmes. C'est un fait scientifique. Ça se joue à 4% de notre société, mais c'est un fait scientifique. Dès lors, le troisième sexe serait simplement le troisième sexe en termes de quantité. Puisque cette transidentité demeure minime dans nos sociétés. Je conclurai donc en affirmant une fois de plus que la femme peut être le premier sexe et qu'elle l'est. Vous affirmez dans un premier temps que les premiers pas vers une égalité homme-femme ont eu lieu avec le droit pour la femme de travailler et de voter, mais l'espèce Homo erectus est âgée de 300 000 ans selon les derniers fossiles trouvés, tandis que le droit de vote a été voté en 1944. D'un point de vue chronologique, cela correspond à 0,00026% de l'histoire de l'humanité. La première étape vers une égalité homme-femme a donc, d'un point de vue mathématique, si on considère ces chiffres, jamais existé. Vous critiquez ensuite la vision divine, mais à l'époque, la théologie était la vérité historique, puisqu'on n'avait pas les moyens scientifiques de prouver que l'homme ou la femme était dominant. Mais aujourd'hui, nous savons que l'un ne va pas sans l'autre. Vous dites d'ailleurs qu'une femme a la possibilité de se reproduire avec une autre femme avec un don de gamètes, mais vous admettrez que pour obtenir ces gamètes, il est nécessaire d'avoir à l'origine un sexe masculin. Nous n'avons pas les moyens scientifiques aujourd'hui nécessaires pour créer des gamètes en laboratoire. Ensuite, vous avez cité quelques morts les plus stupides, soit également quelques femmes les plus influentes, pourquoi pas. Mais il existe également des hommes qui se sont battus pour les femmes. Et aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, les hommes sont beaucoup plus sensibilisés au sujet de l'égalité homme-femme et peuvent ainsi adopter des positions pour défendre les droits de leurs sœurs, de leur mère ou de leurs filles.
Vous parlez ensuite de l'existence d'un troisième sexe, un sexe qui est en adéquation avec le sexe biologique. Mais dans ce cas-ci, il serait plus adéquat de parler de genre, le transgenrisme étant donc l'inadéquation entre son sexe biologique et son sexe physiologique, qui peut aboutir à terme au transsexualisme avec une opération. Enfin, vous dites que la femme est en infériorité numérique car elle porte des enfants. Et ce n'est pas sans me rappeler ce livre, La Servante écarlate, qui, dans une société où la plupart des femmes sont devenues stériles, la femme est réifiée et devient objet de commerce. Et son utérus est marchandé, commercialisé entre les hommes qui veulent s'assurer une descendance.